Donc, qu'est-ce que le HDR pour High Dynamic Range? Donc, le mot fait référence juste à une dynamique de lumière, mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un espace colorimétrique. Donc, il y a la lumière et la chromie, la luminance et la chrominance qui ont été augmentées. Donc, la diffusion HDR, aujourd'hui, quand on parle de HDR, on parle des télé HDR, et c'est vraiment le dernier maillon de la chaîne qui est arrivé en HDR. Les caméras sont HDR depuis bien longtemps, d'accord. Donc, on termine on peut enfin diffuser de l'HDR parce qu'il y a des télé HDR. D'un point de vue marketing, vous avez souvent entendu que le HDR, c'est quelque chose qui permet d'avoir une plus grande dynamique, et généralement, on dit qu'il y a une plus grande dynamique parce qu'on peut avoir des blancs plus lumineux, notamment ce qu'on appelle les spéculaires, ce qui est vrai, mais en fait, une autre partie et un grand bénéfice du HDR, c'est aussi toutes les parties sombres, et c'est bien parce que on a des sombres plus profonds qu'on va pouvoir gérer une plus grande dynamique pour le spectateur, parce que les très hautes lumières, on ne peut pas mettre tout à une très haute lumière. D'accord ? L'unité qu'on utilise pour la luminosité des écrans, c'est donc le candela par mètre carré, ou aussi appelé nits. Et comment ça s'appelle pour référence, il faut savoir que donc, les télés qui ne sont pas HDR, qui sont SDR, sont censées respecter une norme d'avoir des blancs à 1000 nits. 100 nits, pardon, excusez-moi, alors que les télé HDR peuvent atteindre 1000 nits. Alors pareil, la petite notion de blanc, c'est un peu compliqué, puisque bien évidemment sur une télé SDR, on peut avoir l'intégralité de l'écran qui est blanc à 100 nits, alors que sur une télé HDR, on ne pourra pas techniquement d'avoir toute la dalle à 1000 nits ou certains écrans professionnels d'étalonnage. Mais de toute manière, ce n'est pas le but d'avoir du 1000 nits partout, c'est vraiment pour avoir des spéculaires, donc des reflets très lumineux, et donc seulement quelques pixels. Comme je vous l'ai dit, le HDR, c'est un espace colorimétrique, c'est pas simplement une dynamique plus grande. Et donc, l'espace colorimétrique est constitué de deux choses, de sa dynamique en luminance et aussi du gamut, d'accord, qui est donc toute la limitation de la chromie, la chrominance, parce que c'est la chrominance et la luminance qui constituent l'espace, enfin, la limitation de la luminance et la limitation de la chrominance qui constituent l'espace colorimétrique. Donc, on peut comparer le gamut HDR à ceux actuels. Donc, le gamut Rec 709 est celui utilisé par la télé HD. Donc, c'est le petit, si vous voyez mon écran ici, c'est le petit gamut, le Rec 709. Généralement, la diffusion est 8 bits, puisque comme le gamut est petit, l'espace colorimétrique est petit, on n'a pas forcément besoin d'énormément de nuances. Et donc, le HDR, comme je viens de vous le dire, a une dynamique plus grande, mais il y a aussi un gamut plus grand. Alors, initialement, on va avoir le gamut Rec 2020, qui est le très grand gamut ici, gigantesque. Et il est tellement grand qu'aujourd'hui, des télés capables d'afficher ce gamut à 100%, il n'y en a pas. Donc, il y a aussi un deuxième gamut qui est utilisé pour le HDR. C'est le gamut du P3D65, que peut-être vous avez déjà entendu parler, parce que le P3, c'est les primaires du cinéma. Donc, c'est le même espace colorimétrique, on va dire pas la même chromie qu'au cinéma. Par contre, il utilise un point blanc différent, donc qui est spécifié après, qui s'appelle le D65. Et bien évidemment, on va être obligé, à cause de cet espace colorimétrique qui est donc beaucoup plus grand que celui de la télé SDR, donc qui est utilisé pour la diffusion HD, on va être obligé d'augmenter la profondeur, parce que comme on a un espace beaucoup plus grand, il faut plus de nuances à l'intérieur pour que ces nuances ne soient pas plus éloignées, puisque si les nuances sont éloignées, on peut retomber sur un travers horrible qui est des effets de banding dans les ciels, à chaque fois qu'on a des légers dégradés.
Donc, on est obligé d'être au moins en 10 ou 12 bits dès qu'on fait du HDR, dû au volume de l'espace colorimétrique. Pour vous donner une idée sur, juste là, c'est la luminance, sur la dynamique les différentes dynamiques. Attendez, je vais essayer de déplacer la barre. Hop, voilà. Je vais la mettre là-haut. Donc, le monde réel a une dynamique infinie. La vision humaine, alors, notre œil s'adapte. Donc, on peut avoir une vision de nuit, une vision de jour qui va à 100 millions de nits et assez bas. Et puis, on ferme notre œil un peu comme un objectif et on adapte en fonction de la quantité de lumière. S'il y a beaucoup de lumière, on ouvre. Et on a quand même une dynamique, ce qu'on appelle, donc ça c'est la dynamique, c'est la plage dynamique de la vision humaine, et ça c'est la plage statique de la vision humaine. Et la dynamique qu'on a dans la plage statique est quand même assez grande, et elle est même plus grande que donc le HDR, qui pour l'instant plafonne, enfin les télé HDR, c'est important, plafonne à 1000 nits et ont des noirs assez profonds. Notez, donc je reviens sur ce que je vous ai dit avant, le HDR, c'est des blancs plus lumineux, mais c'est aussi des noirs plus profonds. Hein. Je vous rappelle que, grosso modo, les blancs intermédiaires vont quasiment se situer au même endroit. Le 100 nits SDR va arriver, allez, on va dire à 200 dans le HDR. Donc, on a toute cette dynamique qui a augmenté pour ce qu'on avait avant là-dessus. Et puis, à côté, on va retrouver le cinéma qui est beaucoup moins lumineux, qui a des blancs beaucoup moins lumineux, ce qui est normal parce que les nits, c'est des candélas par mètre carré. Donc, généralement, quand on est au cinéma, on a un écran qui est gigantesque. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des blancs très lumineux, puisqu'on a une surface gigantesque. Ça nous fait déjà une quantité de lumière énorme qui nous arrive dans les yeux. Donc, il faut quand même avoir du contraste. Et la dynamique du cinéma, effectivement, un peu comme la direction que prend le HDR, c'est qu'on augmente la dynamique, non pas en augmentant la luminosité du blanc, mais bien en abaissant la luminosité minimum des noirs. Et on se rend compte qu'effectivement, le cinéma peut avoir une plus grande dynamique que la télé, même si les blancs ne sont pas plus lumineux. OK. Et donc, encore une illustration pour enterrer ce que je viens de dire, c'est que si on regarde, donc c'est une pure conjecture, hein, parce qu'un moniteur SDR, un 610, ça n'existe pas. Enfin, on pourrait en faire un. Donc la différence qu'il peut y avoir entre un moniteur HDR et un moniteur SDR, une fois de plus, c'est pas forcément les blancs, d'accord, qui est souvent l'argument marketing, mais ça va être les noirs dans l'image qui vont être beaucoup plus profonds, et c'est pour ça qu'on a plus de contraste et une plage plus grande, en fait, pour présenter les choses et étalonner pour le spectateur. Concernant maintenant purement la plage de luminance, on va avoir un truc un peu compliqué qui s'appelle l'EOTF, donc Electro-Optical Transfer Function, qui arrive entre le fichier, donc ça c'est le fichier HDR, et l'affichage sur l'écran. D'accord ? On a de la même manière dans les caméras, comment s'appelle la fonction inverse, excusez-moi. Donc l'Optical Electro Transfer Function, donc qui permet de dire comment on code la lumière en valeurs codées. Donc les valeurs codées, c'est simplement les valeurs qu'il y a enregistrées dans votre fichier, soit RAW, soit Apple ProRes ou n'importe quoi, hein, d'accord ? Donc qui découle du rouge, du vert, du bleu, ou du Y, du U et du V. Enfin, là, pour le cas, comme on parle que de la luminance, ce serait que le Y, d'accord ? Et on va avoir donc, avec ce nouvel espace colorimétrique, on va avoir aussi du coup une nouvelle fonction de transfert, d'accord ? Donc rebelote, les fonctions de transfert, si on revient un tout petit peu en arrière, pour la télé SDR, sont définies par la norme BD 1886,
peut-être que vous connaissez le fameux gamma de 4, qui est défini, qu'on voit bien même dans Resolve. C'est en fait le gamma de 4, c'est le OTF de la télé SDR. Et cette OTF, elle décrit en fait le maximum de l'OTF, on le voit sur la courbe ici, le maximum de nits, ça peut être que 100. D'accord. Après, on peut avoir du taux de mapping, mais ça arrive après sur la télé. Mais naturellement, le OTF, c'est pas faire autre chose. Bien évidemment, il va y avoir une OTF spécifique au HDR. Et il va y en avoir en fait plusieurs. Donc la première qui a été développée par la SMPTE, elle porte un nom. Je suis désolé, tout ça est barbare. C'est la ST2084, d'accord. Et la ST2084, elle a donc une plage allant de vraiment des noirs très 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 profonds à des blancs extrêmement lumineux, parce que ça va jusqu'à 10 000. Donc aujourd'hui, aucun matériel est capable, en tout cas pour la diffusion, d'aller jusque-là. Et elle a pour avantage de suivre fidèlement donc la sensibilité au contraste de l'œil humain. Donc ça veut dire que c'est la meilleure répartition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mieux enregistrer dans un fichier toutes les nuances que l'œil voit ou verrait éventuellement sur cette plage. D'accord. C'est pour ça donc elle a son autre petit nom à la ST2084. Elle s'appelle aussi la courbe PQ. Alors, on va voir tout à l'heure dans Resolve que malheureusement, c'est plutôt des techniciens, les gens qui ont codé Resolve, et on n'aura que la référence ST2084 et on n'aura jamais PQ, qui veut dire Perceptual Quantizer. Il y a une deuxième OTF dans la norme HDR qui s'appelle l'hybrid log gamma. Alors, cette OTF, elle est, comme son nom l'indique, hybride log et gamma. Donc, elle est un peu log, elle est un peu gamma. L'idée étant d'avoir une EOTF passe-partout. Alors, je mets des gros guillemets passe-partout. C'est vraiment pour le concept. Ça veut dire que cette EOTF, elle va essayer, donc, sur la partie, là, on le voit, c'est écrit sur la partie 0-100 nits ou en dessous de 100 nits, de ressembler à l'EOTF SDR, et puis de continuer après de monter jusqu'à 1000 nits ou 2000 nits. Ça, c'est son premier point. Donc, pour essayer d'être compris ou adapté sur des télé SDR, et il y a aussi la possibilité de globalement en même temps ressembler à une OTF SDR, pour que si on a du contenu HLG, on peut le voir indifféremment sur une télé HDR, SDR. Alors, sur la télé SDR, ce ne sera pas parfait, normal, mais ce sera regardable. D'accord. Donc, deux courbes, ça va être simple, hein, PQ, HLG, PQ, qualité, HLG, compatibilité. Donc, pour résumer, grosso modo, avec le color management de Resolve ou ESIS, on va pouvoir s'amuser avec les différentes EOTF et gamut qui vont constituer en fait des espaces colorimétriques. Donc, on a le choix de coupler une des EOTF avec un des gamut, et ça fait un des espaces colorimétriques HDR. Alors comme ça, on pourrait dire qu'il y en a plein, mais dans la réalité, en fait, il y a des normes, parce que de toute façon, on va diffuser, on va fournir des masters avec certaines normes HDR. Donc attention, il y a l'espace colorimétrique HDR théorique, qu'on peut très bien utiliser au sein de Resolve, mais au moment où on sort ça, ou au moment où on l'envoie au moniteur, on est obligé d'utiliser quelque chose qui existe. Et donc, les différents formats HDR sont explicités ici. Donc, le format HDR Dolby Vision, il utilise le OTF Perceptual Quantizer et le petit gamut P3 D65. Peut-être dans un futur le Rec 2020. Pour l'instant, c'est en l'état. Le HDR10+, comme le HDR10, va utiliser donc
la même courbe OTF, donc assez qualitative. Par contre, ils vont utiliser le grand gamut. D'accord? La différence entre le HDR10 et le HDR10+, puisqu'on voit que c'est le même espace colorimétrique, c'est une différence de métadonnées qui aura en plus du fichier, enfin, dans le fichier, pour l'adaptation du signal à la diffusion. Et l'hybride log gamma, il va utiliser stricto sensus sa propre EOTF et le gamut initial de la norme, donc règle 1. On pourrait utiliser aussi avec du REC 709 si on veut, mais majoritairement, on va utiliser ça. Alors, donc, 2 gamut, 2 gamma ou 2 EOTF. Comment on fait pour, dans Resolve, donc on va basculer dans Resolve, comment on fait pour basculer dans cet espace HDR? Alors, je vais basculer dans Resolve. Ah bah tiens, mon Resolve n'est pas lancé, je vais lancer Resolve. Voilà. Et donc, la première chose, donc il y a plusieurs méthodes. On va commencer par la moins bonne ou la moins qualitative, c'est de travailler avec des luttes. Donc déjà que les luttes peuvent poser souci en SDR. Alors en HDR, ça peut augmenter les problèmes, mais on va quand même regarder. Donc ce fichier-là, si je ne me trompe pas, est un fichier Blackmagic Raw. Donc si on veut étalonner ce fichier dans l'espace colorimétrique HDR, si on veut travailler en HDR ici et avec nos outils, donc ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est de forcer l'étalonnage HDR. Donc du coup, il faudra bien faire attention pour l'instant à ne pas forcément être exigeant sur ce que l'on voit là, sur les deux premiers trucs, ou ce que l'on voit dans le webform, d'accord? C'est juste la théorie pour forcer ici l'élément HDR en HDR. Donc du coup, comme c'est un RAW, je vais ici dans un BRAW d'ailleurs, comme je vais aller dans les RAW et je vais dans les RAW forcer une sortie. Donc je vais passer le décodage du RAW ici, non pas en fonction des métadonnées de la caméra qu'il y a dans le fichier, d'accord, mais je veux avoir la main. Et je vais demander à sortir non pas de débayoriser avec au final y avoir la matière qu'il y a. Donc le gamma c'est le OTF du fichier. Et je vais demander de faire une conversion au REC 709. REC 709 c'est mal exprimé mais c'est donc le gamma de 4. Hop. Et je peux poser ici une lutte. Et dans les luttes à dispo, on va avoir ici donc le HDR ST2084. Et donc je peux dire maintenant, donc la débayorisation va générer un fichier avec un gamma de 4. Et donc je peux ensuite lui dire, maintenant tu me transformes ce fichier que tu m'as donné en gamma de 4 vers le HDR 1000 nits. Et donc avec le OTF ST2084. Excusez-moi, hop, je vais reprendre. Et du coup, là, maintenant, ce qui sort de ce nœud, c'est quelque chose qui a une dynamique calée sur le ST2084. Et donc là, à partir de là, vous allez pouvoir étalonner du ST2084. Il faut régler le monitoring et ainsi de suite. Mais c'est l'idée pour éventuellement travailler avec les luttes. Je vais défaire ça. On va voir une autre méthode. Hop, je vais remettre ma débayorisation ici en... Hop. La deuxième méthode est le fait d'utiliser des nœuds. Alors, je vais pousser ça, je vais même fermer ça. Du coup, je vais utiliser le nœud Color Space Transform. Donc, c'est-à-dire que je vais, dans ce nœud, faire en fait manuellement la gestion de la couleur. Alors, on pourrait le faire ici directement. Donc, ce fichier est
Donc là, comme j'ai réinitialisé, pour être clair, comme j'ai réinitialisé la débayerisation, la débayerisation va sortir le fichier avec son gamut et son gamma, d'accord? Donc il faut bien que je dise ici, donc le color space avec le gamut, l'input gamma, c'est le gamma. Donc je suis bien en train de dire qu'est-ce qui rentre ici comme gamut et comme gamma, qu'est-ce que je veux en sorte. Donc je reprends ici le gamut de la caméra. Donc, il faut aller voir quel type de caméra c'est. Dans ce cas-là, pour aller un peu plus vite, je vous le donne, c'est le Blackmagic Design Pocket 4K Film Gen 4. Et pareil c'est le gamma de cette caméra. Donc on doit l'avoir Blackmagic Design Pocket 4K Film Gen 4. Et en sortie, je vais du coup pouvoir prendre éventuellement ici un gamut règle 20-20 en fonction de ce dont j'ai besoin, et puis un gamma. Alors, on va prendre voilà, le ST2084 1000 nits. Et du coup, on a fait la même chose, on parvient à la même chose qu'avec la lutte. Du coup, ici, sort de ce nœud, donc qui prend le color space de la source, et sort de ce nœud comment s'appelle le signal règle 20-20 PQ pour le coup. Et tout ce que vous faites ici sera l'étalonnage en règle 20-20 PQ, et tout ce qui sortira donc de Resolve sera en règle 20-20 avec le OTF PQ. Donc ça, c'est une première méthode avec le Color Space Transform. On peut aussi avoir une autre méthode et se dire, en fait, l'espace colorimétrique HDR est un peu petit au regard de mes outils d'étalonnage, et j'aimerais travailler dans un espace colorimétrique beaucoup plus grand que ce que propose l'espace colorimétrique HDR. Et donc, dans la version 17 est arrivé un nouvel espace colorimétrique maison qui s'appelle le DaVinci White Gamut. Ça, c'est le gamut. Et ici, excusez-moi, je vais remonter. Et vous avez le DaVinci Intermediate, qui est donc le gamma de Resolve, enfin, de Blackmagic que Resolve peut utiliser. Donc là, bien évidemment, si on étalonne ici, si je rajoute un nœud, ce nœud travaille dans le DaVinci White Gamut, ce qui est très intéressant. Et du coup, je vais recréer un troisième nœud en sortie. Et dans ce nœud, je vais remettre un Color Space Transform, d'accord. Et dans celui-là, je vais dire, je vais partir du DaVinci White Gamut. DaVinci Intermediate, donc ce qui rentre, l'espace colorimétrique qui rentre là-dedans, donc c'est le même que celui qui sort du nœud numéro 1. Et là, pour le coup, on va sortir en règle 20-20, par exemple, ST2084 minutes. Donc, ça aussi, c'est une autre utilisation de Resolve. Donc, on fait ce qu'on appelle du color management, mais manuel, en utilisant des color space transforms. Donc, directement, soit pour faire, comme je viens de vous montrer, un color space transform qui va directement en HDR, soit pour avoir plus de souplesse et dire ici, en fait, je veux utiliser un espace colorimétrique intermédiaire indépendant de la sortie. Et je pars de cet espace pour aller vers la sortie qui m'intéresse, dans ce cas-là, du HDR. OK. Donc ça, c'est grosso modo, si on utilise les Color Space Transform, on va pouvoir travailler en HDR, donc ici, et on voit bien qu'on est sur une construction plan par plan, excusez-moi. Et du coup, le color management, c'est un peu cette idée que vous venez de voir, qu'on a construit manuellement, mais automatisé sur tout le projet, sur tous les plans de la timeline. Donc, je vais réinitialiser ça. Et on peut faire la même chose avec les réglages de projet et le color management. D'accord? Donc, par défaut,
il n'y a pas de color management si vous êtes avec la Color Science DaVinci YRGB. Il faut activer le color management, soit DaVinci YRGB Color Managed, soit ACES. Donc, ces deux-là sont des color science de gestion de la couleur. Que je ne vous dise pas de bêtises. Hop, ouais, clac. Alors, dans la version 17, ils ont simplifié le réglage du DaVinci Color Management avec des presets. Si je veux retomber dans le même état d'esprit que ce que je viens de faire avec les nœuds Color Space Transform, j'ai ici un preset qui s'appelle DaVinci White Gamut. Donc, je vais sélectionner ce preset-là. Et pour voir les réglages de ce preset-là, il suffit juste de choisir Custom et il me montre les réglages du preset, d'accord, que je peux changer. Donc, on s'aperçoit qu'on a un input color space en règle 709 gamma 2.4. Le timeline color space, je vous rappelle que le timeline color space, c'est l'espace colorimétrique dans lequel les outils de la page color fonctionnent, et un output color space qui est donc la sortie. Donc là, pour qu'il y ait la conversion vers l'espace colorimétrique maison dans lequel les outils vont travailler et la sortie, j'ai juste à mettre ma sortie en HDR. Donc là-dedans, dans ce menu-là, je vais aller chercher un espace colorimétrique, par exemple celui-là, HDR, donc le P3 D65 ST2084, donc Gamut P3 D65, EOTF ou Gamma ST2084 qui correspond au PQ. Et du coup, on n'a pas, on va dire, pas grand-chose d'autre à faire puisque on a réglé notre espace colorimétrique de sortie et le color management va prendre l'étalonnage qui est fait dans cet espace colorimétrique et va le transformer pour le mettre dans l'espace colorimétrique à la norme HDR. Vous avez la possibilité de deux choses ici. Donc, je vais le sauver pour qu'on voit. Donc là, maintenant, ce que vous voyez, c'est le fichier converti, double conversion en DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate, qui est l'espace colorimétrique de travail des outils de la page color, et ensuite est reconverti en sortie pour les scopes et le viewer et le monitoring dans la norme, dans ce cas-là, P3D65 ST2084. Je reviens sur les réglages ici. On a deux autres réglages. On peut ici vouloir sortir, j'anticipe un tout petit peu, vouloir sortir du règle 2020, par exemple, parce que c'est du Dolby, on va faire du Dolby HDR10+. Donc on a vu dans le diaporama avant qu'effectivement le HDR10+ fonctionne comme ça. Mais grosso modo, donc on choisit l'espace colorimétrique qui a le plus grand gamut donc dans la norme HDR, mais en fait les télés sont absolument pas capables d'afficher fidèlement ça. Donc aujourd'hui, même si on demande un fichier avec ce gamut-là et cette EOTF, on va vous demander à l'intérieur de ce grand gamut au fait de limiter les valeurs, et on peut ici limiter. Donc on va sortir un fichier. En fait, le règle 2020 va être une espèce de container de la chromie, mais on va pas l'utiliser complètement parce qu'on sait qu'à la diffusion, les télés sont pas capables de tout afficher. Donc, on va demander directement de limiter l'étalonnage au P3D65. Donc là, on est en train de régler Resolve, pour qu'il sorte un signal ou un fichier règle 2020, mais que réellement, en fait, l'étalonnage ne dépasse pas le P3D65. Et on est dans l'état de ce qu'on nous demande aujourd'hui. Peut-être que dans quelques années, on n'aura plus besoin de limiter le gamut de sortie. L'autre chose importante ici, c'est le HDR Mastering Mix 4. Donc, si vous comment dire, étalonnez, notamment si vous n'avez pas le choix, on va dire, d'utiliser une télé plutôt qu'un moniteur d'étalonnage pour votre retour vidéo. Donc dans les télés, il y a
toute une électronique d'adaptation de la luminance. Et donc, en gros, il faut donner une information à cette électronique sur à combien de nits on est en train d'étalonner. Et l'électronique va essayer du coup de prendre ça en compte pour l'afficher correctement sur le moniteur. Donc ça concerne essentiellement les télé HDR. Brancher une télé HDR sur le réseau. Ok. Dernière petite chose. Du coup, ça, c'est le réglage pour travailler en HDR pour paramétrer le projet en HDR dans Resolve. On peut aussi, je vais le sauver, je vais le rappeler, on peut aussi vouloir utiliser l'autre color management qui est SIS, on prendra les 6 CCT. Et donc là, il n'y a pas grand-chose à faire avec SIS vu que de toute manière, SIS travaille dans son espace colorimétrique. Il y a en gros le timeline color space n'est pas réglable. Le timeline color space, c'est l'espace colorimétrique défini par la norme SIS. Donc, on a juste ici à régler la sortie qui nous intéresse. Donc là, par exemple, c'est le gamut P3 et le OTF PQ. Si je fais ça, on voit pas beaucoup de différence à l'écran parce il va faire quasiment, hop, ça arrive, les mêmes transformations. Mais on peut aussi, on a tout ce dont on a besoin. On a du Rec 2020 HLG comme je vous ai montré, mais on a aussi donc la possibilité d'avoir, comme dans le Color Management, enfin dans le DaVinci Color Management, sortir du Rec 2020. Pardon, c'était celui-là que je voulais vous montrer. Donc avoir du Rec 2020. Donc un gamut Rec 2020, une OTF PQ, limité à 1000 nits, mais par contre le gamut, lui, est limité au P3 des 65. Donc on a les mêmes options, elles apparaissent pas exactement de la même manière en fonction de la color science que l'on choisit, mais ça reste, les possibilités sont les mêmes. Ok. Alors, je vais retourner ici pour vous montrer donc juste avec le DaVinci Color Managed, et puis les nœuds, on a vu que on a utilisé comme espace colorimétrique l'espace colorimétrique propre à Blackmagic. Et donc pour vous montrer, donc il a une plage de luminance très très grande au-dessus du HDR, donc on n'a pas à se soucier. Et d'un point de vue chrominance, donc d'un point de vue gamut, donc voici la représentation et la taille du gamut DaVinci White Gamut, donc par rapport au précédent gamut que l'on a vu de la norme HDR et de la norme SDR. Donc on a un gamut assez grand, donc on n'a pas à se soucier, on va dire, le DaVinci White Gamut étant plus grand que du HDR. Si vous étalonnez en HDR, c'est un peu future-proof, vous pourrez toujours sortir votre étalonnage dans une norme qui aura après le HDR. Ok. Alors, on va passer à autre chose, et notamment les moniteurs de monitoring. Alors, bien évidemment, pour bénéficier de l'affichage, vous n'êtes pas sans le savoir, sur un moniteur de monitoring, il faut avoir une des cartes de monitoring Blackmagic. Ça fonctionne qu'avec donc voici les différentes cartes. Et un moniteur, donc on va un peu dégrossir les choses, éventuellement donc qu'il ait s'il est tilté HDR, il devrait avoir une OTF au moins PQ. Il faut qu'il puisse reproduire 100% ou presque 100% du gamut P3, c'est le minimum, et qu'il ait un pic de luminance au moins à 1000 nits, d'accord? Puisque grosso modo, alors pourquoi on dit ça? Si vous voulez étalonner, grosso modo, aujourd'hui, tous les masters HDR, ils sont demandés à 1000 nits. Donc, si vous avez un moniteur qui n'est pas capable d'afficher les 1000 nits juste en pic de luminance, donc sur certains pixels, vous n'êtes pas dans les conditions du fichier que vous devez donner.
un ratio de contraste de moins de 100 000 pour 1. Dans le meilleur des cas, une connexion SDI pour l'étalonnage, c'est vraiment important. Et du coup, généralement associé à une profondeur du signal de 12 bits. Et effectivement, pas de tone mapping, on va voir après ce que c'est. Donc, grosso modo, c'est un peu ce que je vous ai expliqué sur les télés. C'est un des soucis des télés, c'est qu'elles n'arrêtent pas d'adapter le signal, ce qu'on appelle le tone mapping. Donc, il va adapter la dynamique du signal à celle de la télé. Ce qu'on pourrait croire être une bonne chose pour la diffusion, et c'est le cas, mais qui est absolument pas une bonne chose pour l'étalonnage, parce qu'on veut voir ce que l'on fait. On veut pas que notre signal qui sort de notre résolve soit déformé avant qu'il arrive à notre œil. Donc, on peut avoir plusieurs catégories de moniteurs, de monitoring. Donc là, l'idée étant pas de vous donner des références, mais de comprendre dans quelle zone se situe chaque moniteur. Donc, on va pas forcément passer tout en revue, mais qu'est-ce qui fait qu'un moniteur est plutôt haut de gamme? Ça va être sa connectique et ses capacités et ses caractéristiques techniques, d'accord? Technique dans la technologie du panneau et technique dans le pic de luminance et la couverture du gamut. D'accord? Et donc, on voit que le haut de gamme va couvrir 100% du gamut P3, il peut aller jusqu'à 2000 nits, comment ça s'appelle, des moniteurs plutôt bas de gamme d'étalonnage HDR vont par exemple n'aller qu'à 1200 nits, mais vont quand même couvrir le même gamut, d'accord? Pas forcément la même profondeur de signal, alors que les télés, pareil, n'ont pas la même profondeur de signal, et elles couvrent qu'un certain pourcentage assez élevé, hein, c'est pas du gamut, et ont la problématique qu'elles ne travaillent, même si elles n'affichent qu'un pourcentage du P3, elles ne travaillent qu'en règle 20. Donc, ce qui peut être problématique d'avoir un monitoring en règle 20 si on veut sortir un fichier en P3, enfin, bref. Et l'autre différence qu'il y a entre des télés et des moniteurs d'étalonnage, ça va être les réglages, d'accord? Donc, vous pouvez quasiment sur un moniteur d'étalonnage HDR choisir le OTF, le gamut, le niveau, d'accord? Si vous avez, imaginons, casser la tirelire et acheter un moniteur d'étalonnage qui fait du 4000 nits, vous pouvez lui dire, mais non, en fait, moi, j'étalonne à 1000 nits. Et ainsi de suite, vous pouvez tout régler. Et bien évidemment, le fameux tone mapping qui est pas bien, on ne l'a pas sur ce genre d'éléments. Et effectivement, sur les télés, il y a du tone mapping, donc ça va poser problème. Et on ne peut rien régler en termes de luminance max ou quoi que ce soit. Tout est déclenché et transformé. Voilà, c'est vraiment un système clé en main. Et du coup, il va y avoir plein d'automatismes dans une télé HDR qui va forcément nous poser problème pour l'étalonnage. Donc, rebelote, pour bien préciser, après, donc il y a quand même des modèles très haut de gamme de télé qui n'ont pas ce genre de problème. Mais donc là, c'est grosso modo qu'un signal HDMI, et en gros, il y a plein d'électronique qu'on ne peut pas éteindre, qu'on ne peut pas désactiver, et qui vont transformer notre image. Donc l'image que l'on voit n'est pas celle que DaVinci envoie à la télé, c'est-à-dire entre la prise HDMI qui est derrière et le panneau, en fait, ils ne vous montrent pas fidèlement. Les fameux problèmes comment s'appelle, d'espace colorimétrique, puisque je vous ai dit qu'une télé HDR ne travaille qu'en règle 20-20, donc il ne faut surtout pas lui envoyer un signal en P3, sinon ça ne marche pas. Et pareil, il va y avoir des automatismes sur la limitation de la luminosité due aux capacités du panneau utilisé, le panneau de la télé. Et pareil, il va s'amuser à changer la luminosité moyenne de l'image pour que ce soit plus beau à regarder. Et du coup, c'est quelque chose qui va aller contre l'étalonnage. Donc, bien faire attention quand si vous étalonnez sur une télé HDR.
Et le tone mapping, donc, c'est l'adaptation de la dynamique. Donc, si vous avez dans votre Resolve quelque chose qui a une très grande dynamique et qu'il y a du tone mapping sur votre télé, enfin, sur votre écran de monitoring, ben, grosso modo, si vous avez un tone mapping, il va prendre la valeur la plus lumineuse, qui est 800 nits ici. Et si votre télé n'affiche que du 400 nits, ben, il va dire que ce 800 nits, en fait, c'est du 400. Donc, il va mapper, il va donc adapter la dynamique du signal à celle de la télé. D'accord? Et s'il n'y a pas de tone mapping, ben, on voit que c'est cramé. Okay. Donc là, on sent un tout petit peu la problématique du monitoring. C'est que si on a ça dans le Resolve, on veut voir ça. On veut pas que ce soit tone mappé parce que du coup, il y a une espèce de compression qui est faite à notre insu et on ne sait pas si cette compression elle est de haute qualité, est-ce qu'elle est uniforme sur toutes les télés, enfin, ou la même sur toutes les télés. Donc, il faut absolument voir ce que l'on sort de Resolve. Donc, il faut absolument sortir sans tone mapping. Là, on aura un moniteur, malheureusement, qui n'est pas adapté. Donc, il faudrait avoir un moniteur qui est une dynamique qui monte à 1000 nits pour avoir exactement la même chose que ce qu'il y a dans le Resolve sans tone mapping. OK. Donc, si vous avez votre moniteur, maintenant il va falloir pour régler votre projet, votre espace colorimétrique de sortie HDR, en fonction de ce qu'on vous demande et de ce qui est réglé sur votre moniteur. Mais il va y avoir encore d'autres réglages dans Resolve qu'on va aller voir. Donc, dans Resolve, ici, on va aller voir les réglages de monitoring. Alors, sur ma machine, j'ai pas de carte de monitoring. C'est pas une machine d'étalonnage. Du coup, il va me manquer quelques petits réglages, mais on a quand même les éléments essentiels. Donc ici, j'ai laissé en HD, donc essayer d'avoir une même résolution. Donc je vais me mettre en Ultra HD généralement. Quand on a du monitoring, on est en Ultra HD. Donc je vais me mettre ici en Ultra HD avec la même fréquence. Et pour avoir donc un signal de haute qualité en monitoring, pour le HDR, c'est vraiment, surtout si vous étalonnez pour du Dolby Vision, il faut avoir une sortie de 444. Si ça n'est pas coché, la sortie est en 422, d'accord? Et si vous utilisez du HDMI, la sortie est en 422 aussi. Donc on n'a pas de HDMI 444. Vous pouvez régler donc après si vous avez un câble, deux câbles ou quatre câbles entre votre carte et si c'est du SDI, entre votre carte et votre écran. Et puis vous allez régler les niveaux. Alors les niveaux, pareil, quand on étalonne en HDR, on a intérêt à régler les niveaux en full, puisque les fichiers au final vont sortir avec des niveaux full. Donc, on essaie de se mettre dans les conditions de sortie. Et de la même manière, quand les télés sont réglées pour recevoir un signal HDR, elles s'attendent à avoir un signal, pardon, avec un niveau full. Vu l'heure qui passe, je vais pas vous donner des détails sur les niveaux, c'est comme ça. C'était prévu, mais il faut qu'on avance, on a encore plein de choses à voir, d'autres choses à voir. Et pareil, là, par exemple, typiquement, comme je n'ai pas de carte, il ne me propose pas le 12 bits, mais si j'avais une Decklink 8K Pro, je pourrais choisir de sortir un signal 12 bits et du coup envoyer du 12 bits pour avoir un signal très très propre qui rentre dans mon moniteur. Le Enable HDR Metadata over HDMI, c'est pareil, hein, c'est un double emploi, enfin c'est pas un double emploi, mais ça complète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Grosso modo, si vous utilisez une télé pour faire du monitoring, il va y avoir tout plein de métadonnées qui vont passer dans le HDMI pour essayer de parler correctement à la télé pour que, de toute façon, qu'elle adapte, la télé va pas arrêter d'adapter le signal, mais qu'elle adapte au plus propre selon elle, pour être sûr que, grosso modo, il n'y ait pas des déformations qui duent au fait qu'ils ne comprennent pas ce que le Resolve envoie. Donc voilà comment on fait pour régler le monitoring sur un moniteur de HDR quand on veut travailler en HDR. OK.
Très bien. Alors, l'étalonnage du coup HDR, on va le voir très très rapidement. Donc, je revérifie ici, je suis bien dans mon color management. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement me remettre, je vais un peu vite, mais je me remets à travailler en DaVinci YRGB Color Managed et je travaille dans l'espace colorimétrique DaVinci White Gamut, DaVinci Intermediate. Et je sors du 20, du règle 2020 ST2084. Je choisis ça pour l'instant. Alors, la première chose, quand on étalonne, on va avoir besoin de régler nos scopes en mode HDR. Donc, en fait, la représentation est déjà HDR, c'est juste l'échelle qui ne l'est pas. Et du coup, on va caler une échelle qui fonctionne correctement. Et du coup, il suffit d'aller choisir dans les 3 petits points Waveform Scale Style, c'est-à-dire qu'on veut avoir une échelle en HDR ici, donc ce qui va de quelque chose qui est très peu lumineux jusqu'au 10 000 nits. Et bien faire attention ici que donc c'était une nouveauté de la version, je pense, 17 ou 16, je ne sais plus. Donc on peut avoir les scopes en niveau vidéo, mais là surtout on ne les veut pas, hein, d'accord. Donc on remet bien les niveaux des instruments en niveau full, ou aussi appelé data. Ok, alors je vais aller chercher un étalonnage, un grade, hop. Alors, il y a du monde. Donc là, on a un peu... Hop. Donc l'idée, si on veut essayer d'étalonner donc les hautes et les basses lumières, sans les nouveaux outils, on va plutôt utiliser donc les logs, les roues logs, parce qu'elles travaillent que dans les basses lumières ou que dans les hautes lumières, indépendamment du reste, et ne touchent pas les intermédiaires, ce qui peut être pratique. Donc on va pouvoir ici descendre. Alors, je vais peut-être, excusez-moi, en fait, je me trompe de plan. Je vais me remettre sur celui-là. Je vais plutôt mettre apply grade. OK. Clac. Alors, je ne sais pas si on voit grand-chose. On voit un peu dans les instruments vidéo que ça bouge. Je vais exagérer un peu. Hop, là, c'est peut-être un peu trop. OK. Et puis, je vais augmenter les hautes lumières. OK. Donc, si je désactive le nœud, donc, on va bénéficier de la grande dynamique. Donc, on le voit un peu légèrement sur le viewer. Alors, attention, le viewer, c'est du HDR montré sur l'écran informatique. Donc, faut vraiment regarder le moniteur de monitoring HDR. On peut le voir aussi sur les scopes. Et puis, je vais utiliser un deuxième nœud et toujours sur les logs, je vais vouloir, là je vais le faire exprès, mais je vais vouloir exploser les spéculaires, donc rendre très très blanc quelques points dans l'image. Donc comment je fais ça? C'est le bénéfice des roulogs, c'est qu'on va pouvoir dire la plage de travail des highlights. Donc je vais rebooster mes highlights volontairement. Et je vais augmenter cette plage pour qu'il y ait moins de pixels qui soient affectés par cette transformation, mais juste quelques pixels qui soient affectés par cette transformation. On ne voit quasiment pas. Je vais peut-être trop monter mon range, mais c'est l'idée, c'est-à-dire que les roulogs vont pouvoir choisir des zones dans lesquelles on va travailler sans toucher le reste. D'accord ? Et on peut fonctionner comme ça en tâtant sur les zones que l'on choisit pour les highlights et pour les shadows. Et ce concept-là, il est aussi utilisé en fait, il a été repris et utilisé avec le nouvel outil HDR, les roues HDR. D'accord ? Je vais réinitialiser mon étalonnage. Hop, et je vais appliquer ce grade.
Donc, je vais me mettre sur celui-là. Alors, le High Dynamic Range, je vais ici afficher les zones. Alors, on a un petit bug, on ne voit pas le... Donc, on a une représentation dans la partie centrale de la dynamique de ce que l'on est en train comment ça s'appelle, de regarder. Et donc du fichier, de ce qui rentre dans ce nœud. Et on voit que donc on a dans la partie gauche de la partie centrale des zones, d'accord. Et à chaque zone va être associée une roue chromatique, une exposition, une saturation, et ainsi de suite, d'accord. Et donc on se retrouve au fait un peu comme avec des rouleaux, mais il y en a plusieurs. Là, par défaut, il va y en avoir une, donc 1, 2, 3, 4, 5 avec les highlights. Excusez-moi, 6 avec les spéculars et 7 avec le global. D'accord. Donc, on a encore un global. Donc là, par exemple, je vais simplement vite régler l'espace colorimétrique de sortie. En fait, je suis en train de régler l'espace colorimétrique de mon... Voilà, de la représentation. Comme ça, je vois sur quel paramètre je joue. Donc, on voit ici, par exemple, si je veux travailler sur les hautes lumières, comme tout à l'heure, si je prends donc la zone highlight, donc je reprends ici la zone highlight, et je vais augmenter l'exposition. Je suis allé peut-être un peu fort, hop. La souris, c'est pas évident. Et pareil, si je veux travailler sur le noir, donc là, il y a quand même très peu de pixels, je ne sais pas si ça va se voir, donc ça, c'est des blacks. Peut-être que je vais travailler dans la zone dark. Donc, je vais aller chercher la zone dark ici, je vais jouer sur l'exposition de la zone dark, et je vais assombrir. Donc là, je suis bien, en fait, on voit, je touche donc au personnage. Donc ici, hein, donc c'est bien le personnage qu'on a densifié. C'est pas très parlant sur le viewer, ce serait plus parlant sur le moniteur. Et de la même manière, plutôt que d'utiliser un deuxième nœud, je peux aller déplacer un tout petit peu les spéculaires ici, la zone, et puis aller chercher la zone spéculaire et augmenter les spéculaires pour... Alors bon, on ne voit pas tant que ça, hein, mais sur l'écran, on le verrait. Sur un écran de monitoring, on aura juste ces petits points blancs qui seraient très, très, très lumineux. Et donc, on a... Oh, pardon, excusez-moi. Justement, on va... Si est tout désactivé, on ne voit rien. Je vais le réinitialiser. On ne le voit pas non plus à l'écran, là, mais on a les spéculaires qui devaient être là, qui redescendent ça juste un peu. Voilà, hop. Et donc, on voit que dans ce nœud, grâce aux zones, on va pouvoir travailler vraiment toutes les parties de la plage, de la grande dynamique du HDR, si vous avez du HDR. Et là, on est dans la grande dynamique donc de l'espace de Da Vinci, qui est après converti dans la grande dynamique du PQ, donc de la norme HDR. OK. Très bien. Alors, on va avancer un tout petit peu. Les exports HDR. Alors, l'étalonnage, une fois l'étalonnage HDR, on a plusieurs méthodes. Vu le temps, je vais vous en montrer une, celle du Dolby Vision. Comment on fait pour sortir les exports HDR au format Dolby Vision? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Dolby Vision est une technologie qui va permettre de prendre de la matière HDR et de lui associer des métadonnées pour que, quand tout ça arrive sur la télé, si la télé n'est pas capable d'afficher ce pourquoi est fait votre étalonnage, d'essayer de le caler au mieux, d'accord, de l'adapter au mieux. Du coup, c'est un tone mapping ultra intelligent, en fait, d'accord. Mais on va pouvoir préparer ce tone mapping, enfin ce
color space mapping ultra intelligent. D'accord? Alors, une fois l'étalonnage fait, dans la page color, alors excusez-moi, on va activer ici, dans le color management, je vais activer le Dolby Vision et je vais mettre le HDR10+, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps, mais l'idée étant la même. Et donc le Dolby Vision ici, je vais le prendre en 2.9. Pardon, je vais laisser en 4. Pardon, on va pas le, et puis surtout, je vais régler mon monitoring. Donc dans mon cas, on va dire qu'on va faire du Rec 2020. C'est ça, ST2084 1000 nits avec des niveaux full. Donc il faut bien que le moniteur soit en full. Et apparaît dans la page color ici un nouveau panneau qui s'appelle Dolby Vision. Et le Dolby Vision, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ici, on va lui demander d'analyser notre étalonnage. Donc, je suis sur le plan et dans le panneau, je vais lui faire Selected. Donc, il analyse le plan. Et du coup, maintenant, il peut me faire une proposition d'adaptation de mon étalonnage vers un autre espace colorimétrique. Donc, il simule ce que fait une télé qui reçoit votre étalonnage, mais qui a une capacité, là pour le coup, c'est le pire, donc c'est du SDR, hein, d'accord? Et comment il l'adapte et à quoi ça ressemblerait. Donc, quand on fait ça, bien évidemment, ici, il y a marqué Enable to Mapping Preview. Donc, il est en train de nous montrer maintenant non plus du HDR ici, mais il est en train de nous montrer l'espace colorimétrique, enfin l'adaptation de notre étalonnage HDR vers cet espace colorimétrique. Il simule ce qui se passe dans une télé Dolby Vision, une télé équipée du Dolby Vision qui n'aurait que cet espace colorimétrique. D'accord? Si, bien évidemment, le but étant de vouloir retoucher ça. Pour retoucher ça, il faut accéder ici à ces réglages de primary trim et de secondary trim. Pour ça, par contre, il faut une licence Dolby Vision que je n'ai pas sur cette machine, qui va me permettre de retravailler. Il faut une licence Dolby Vision si l'adaptation automatique ne vous convient pas. Dolby permet d'en plus d'adapter l'automatique et de retravailler son automatique. Tout ça sera des métadonnées. Et en plus, d'un point de vue purement installation, on peut avoir un double monitoring. On peut avoir un monitoring simultané, donc voir notre étalonnage HDR et voir l'adaptation de Dolby Vision, d'accord, sur un autre moniteur. Pour ça, il faut avoir un matériel compatible qu'on appelle Dual SDI. Donc, ce sont les 4 modèles qui sont compatibles Dual SDI. Et en plus, attention, regardez bien, quand on passe en Dual SDI, il n'y a que la 8K Pro qui est capable de faire un Dual SDI en Ultra HD. Sinon, les autres fonctionnent que en HD. D'accord? Ce qui n'est pas un vrai problème, parce qu'on est en train de travailler la couleur, on n'est pas en train de... Mais voilà. Donc, il faut ce matériel, et quand on a ce matériel, on peut brancher un moniteur HDR, donc notre moniteur d'étalonnage, plus un moniteur SDR pour, à la fin, faire notre étalonnage, on va dire SDR. Et ça se passe. Donc, surtout, on veut toujours envoyer le HDR sur la sortie. Et on va, dans les réglages ici, activer le dual output. Et dès qu'on fait ça, il y a juste cette case à cocher. Et dès qu'on fait ça, Resolve comprend qu'il faut envoyer le signal adapté par Dolby Vision sur la deuxième sortie. D'accord? Et du coup, vous allez pouvoir, si vous avez une licence, adapter l'étalonnage SDR. Et c'est que des métadonnées. D'accord? Tout ce que vous faites pour l'adaptation de votre étalonnage HDR sur un autre écran, donc là j'ai pris du 100, mais vous pourriez le faire aussi en 600 et ainsi de suite. D'accord? Vous pouvez même les faire tous si vous avez plein d'écrans. Vous pouvez nourrir autant de métadonnées que vous voulez. D'accord? Et donc ces métadonnées sont des métadonnées qui seront partiellement, potentiellement envoyées ou pas dans les IMF que vous sortez, d'accord? Si je fais un IMF Netflix, les métadonnées Dolby Vision vont être inclus dans l'export. Mais si vous n'avez pas de sortie, on ne vous demande pas une sortie Netflix, on vous demande un Apple ProRes, mais on vous demande aussi les métadonnées Dolby Vision. Vous retournez dans la page Edit et vous faites un clic droit sur votre
Timeline, après avoir fait votre adaptation de Dolby Vision. Et dans l'export de Timeline, vous avez la possibilité de sortir le fichier XML, toutes les métadonnées de Dolby Vision, donc tout votre travail d'adaptation de l'étalonnage HDR vers les autres espaces colorimétriques. Et ça fait un petit fichier HDR qui sera remis, qui sera donné avec comment s'appelle la personne qui va vouloir avoir le master et utilisera notre logiciel soit pour les remettre ensemble, soit pour créer un autre fichier master. Je ne vais pas l'enregistrer pour l'instant. Le principe reste le même avec le HDR10+. D'accord. Donc le HDR10+, je vais pas vous le montrer en détail, mais on retrouve aussi une palette HDR qui nous permet éventuellement de retoucher. Dans le menu Color, vous avez donc les fonctionnalités d'analyse de la même manière, il l'analyse des plans et puis vous pourrez éventuellement recréer aussi des métadonnées en fonction de ce qui est demandé. Ça va peut-être faire 1 heure. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va passer aux questions. Si vous avez des questions. Alors, par contre, on va faire. Prenez la parole si vous avez des questions. Je ne sais pas si Gérard est là. N'hésitez pas. Oui, je suis là. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je sais que c'est un peu lourd, comme il y a beaucoup d'informations, donc on est plutôt abasourdi après cette présentation. Mais s'il y a des choses, il y a des points qui vous ont paru pas très clairs, n'hésitez pas. Hein. Non, c'est bon. Avec le HDR, c'est beaucoup d'informations. Une petite question. Oui. Apparemment, on m'entend bien. Oui, vous avez parlé des moniteurs qui, par rapport au réglage colorimétrique, étaient inférieurs au niveau rendu. Oui. La plupart. Hein. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut, à travers les scopes et les graphiques, estimer, avec l'habitude, de ce qu'il pourrait y avoir en restitution, si jamais on a des moniteurs qui ne sont pas vraiment adaptés? Non, je pense pas. Non. En fait, là, ça serait vraiment à demander. Je comprends la question. Je pense que ça serait à demander à un étalonneur, mais pas viable. C'est assez. Surtout donc en termes de chromie, ça se verrait dans le pardon, excusez-moi. Dans le vectorscope. Et donc, ce serait là-dedans qu'il faudrait voir. Je pense que ça serait quand même un peu compliqué. Ouais. Après, ce qui peut se passer, c'est si vous avez une télé qui ne montre pas 100% du P3 D65 et qu'elle en montre 98, grosso modo, vous allez pouvoir étalonner et dans les 2% qui lui manquent, elle va aplatir le signal, donc ça va faire des aplats de chromie. Donc, si vous les voyez, vous désaturez légèrement votre étalonnage. Donc, on parle pour des saturations extrêmes. Généralement, c'est dans les verts que ça a du mal à aller chercher. Hein. D'accord. Voilà. Mais vous pouvez aussi, si vous avez un moniteur qui n'affiche pas 100%, qui n'affiche pas correctement 100% du P3, faire un étalonnage qui n'utilise pas 100% du P3. Une autre petite question. Lorsqu'on fait un étalonnage et on définit une sortie, un REC 709 pour la plupart du temps, et puis au final, c'est pas ça. Il y a juste à régler au niveau du projet pour que la réadaptation de la sortie. J'ai bien compris ça. Oui, ça c'est exactement ça. Seulement si tu as activé une Color Science, Color Managed ou SSI. Ah là, j'ai pas trop bien saisi. Il faut que le fait de pouvoir changer l'espace colorimétrique de sortie pour sortir des fichiers avec différents espaces colorimétriques, d'accord. Cette possibilité, elle n'est offerte que avec DaVinci YRGB Color Managed ou SSI. Si tu es en DaVinci YRGB, c'est pas possible ça. D'accord, ok. D'accord. C'est en gros. Pour faire simple, il faut un color management si on veut pouvoir changer l'output color space.
Sinon, ça marche pas, en fait. Pourquoi? Parce que sinon, tu changes juste le timeline color space, et le timeline color space, c'est là où sont calculés tes étalonnages. Donc, si tu passes du REC 709, tu as fait un étalonnage pour REC 709. Si tu changes le timeline color space en P3 des 65, là, il va appliquer les mêmes transformations, mais pas sur le même espace colorimétrique. Donc, c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est les transformations REC 709, les sortir, les convertir, le résultat des transformations, on veut les convertir par exemple en P3 ou en REC 2020. Mais ça se fait dans un deuxième temps. D'accord? Il faut bien comprendre une chose, c'est que la page color, elle travaille dans le timeline color space. Donc, tout l'étalonnage est fait là, et tout l'étalonnage ensuite est converti dans la sortie. Et c'est bien parce que ce même étalonnage est converti dans la sortie qu'on peut changer la sortie quand on veut. Si on n'a pas de timeline color space et d'output color space, on ne peut pas bénéficier de ça. D'accord. OK. Donc ça a bien précisé au départ du projet. Grosso modo, il faut régler le projet avec un color management. Ouais, parce que si les réglages sont pas faits au départ, après c'est mort, quoi. Oui. Tout est remis. C'est un peu comme le framerate d'une timeline. À un moment donné, il faut régler correctement le framerate de la timeline au début, sinon ça va être compliqué. C'est un peu cette idée, c'est-à-dire que alors c'est vrai que c'est un peu trompeur parce qu'on peut le changer à n'importe quel moment, mais c'est pas parce qu'on peut le changer que il faut. J'ai remarqué, je me suis déjà fait. En fait, c'est le côté professionnel du logiciel, c'est qu'il permet de tout faire et il permet aussi de faire du coup n'importe quoi. Il n'y a pas de garde-fou en fait dans le logiciel. Le logiciel considère que vous savez ce que vous faites. Une dernière petite question. Comment ça s'appelle? Si on sort des espaces colorimétriques qui correspondent pas à la suite de l'utilisateur, c'est vraiment catastrophique ou ça peut passer? Non, il vaut mieux s'y fier, quoi. Après, spécifiquement, si tu n'as pas le bon espace colorimétrique et que tu as fait ton étalonnage, tu sors un master dans l'espace colorimétrique dans lequel tu as étalonné, tu re-rentres ça dans un projet color manager, et puis tu vois si tu as besoin de retoucher un peu, mais voilà. Mais non, il faut, si le client te demande, te demande un espace colorimétrique, il faut lui fournir un fichier qui est dans l'espace colorimétrique. Sinon, ça va pas ressembler à ce que tu as fait, quoi. Oui. Non, en fait, c'est pas ça c'est pas vraiment ça la question. C'était, compris. On ne sait pas sur quoi ça va être regardé de manière générale. Des fois, ça peut être le pire comme du meilleur. Donc, on peut avoir, par exemple, si la vidéo est diffusée sur un super écran, et puis l'autre, il sera rediffusé sur un truc vraiment de très bas de gamme. Tu peux pas vraiment contrôler, en fait. Il y a un moment donné, tu fais une sortie, ta sortie, elle est faite pour un espace colorimétrique. Ouais. Et elle vienne que pourra après. Mais à un moment donné, il faut fixer les choses. Si on ne sait pas sur quoi ça sort, on ne sait pas comment fournir. Un, il n'y a pas un espace colorimétrique passe-partout. Deux, il n'y a pas de fichier passe-partout. Enfin, si on va dire que le fichier passe-partout, on va dire que c'est le fichier REC 709 gamma 2.4, celui qui est le plus, on va dire, le plus compris. D'accord? Mais voilà. Mais en termes de fidélité, ça va être très compliqué. Comme chaque appareil de visionnage va apporter son taux de déformation et d'interprétation d'une même matière, en fait. C'est très compliqué. C'est pareil, c'est pour les sorties cinéma, dans 2 salles de cinéma, des fois les projecteurs sont pas calibrés de la même manière, on n'a pas exactement la même chose, quoi. J'ai une question. En fait, ça veut dire que c'est pas gagné, quoi. Voilà, ça veut dire que ça n'a jamais été et c'est pas près de l'être. Ok, merci. Faut surtout pas se sentir un peu comme un Don Quichotte et continuer. Il y a un moment donné, on n'a pas prise là-dessus. C'est pour ça qu'il y a des normes. À un moment donné, on fait un fichier dans une norme et la diffusion doit prendre en compte cette norme. Si elle le prend pas bien en compte, tant pis. Et puis, on ne peut pas faire autre chose, quoi. Sinon, on s'arrache les cheveux et ça se trouve, il n'y a pas vraiment de solution. J'avais une question. Ouais. J'aurais une question, je ne sais pas si on m'entend. Oui.
Oui, bonjour, excusez-moi. Je voulais rebondir sur ce que disait Monsieur Maréchal. Oui, il n'y a pas de norme passe-partout, mais est-ce qu'il y a du moins une norme qui est plus répandue que les autres, ce qui nous permettra, en fin de compte, du coup, de se baser sur celle-là pour avoir un étalonnage qui est plus vaste, en fait? C'est la question. Alors, je répète, pour l'étalonnage, si vous réglez votre projet comme ça, votre étalonnage, il est indépendant de toutes les normes. C'est-à-dire que vous allez étalonner et vous le voyez à travers l'output color space qui correspond à votre moniteur. Et si vous avez besoin de le sortir comme ça, hop, il y a juste ça à faire et à faire un deliver. D'accord? Donc ça, vraiment, c'est vraiment le principe de SEs et le principe de comment ça s'appelle, du color management, c'est de séparer l'espace colorimétrique de travail de l'espace colorimétrique du fichier ou de diffusion. D'accord? Du coup, là, mon étalonnage, il est fait là-dedans. C'est un énorme espace colorimétrique et c'est en permanence le color management qui va adapter mon étalonnage à l'espace colorimétrique de sortie. D'accord? Si la question c'est est-ce qu'il existe un espace colorimétrique d'étalonnage où j'ai pas besoin de retravailler, la réponse elle est là. Il y a celui-là ou SEs. D'accord? Si la question c'est existe-t-il un output color space universel, la réponse non. Je suis désolé de vous apprendre ça, mais voilà. Il y a un moment donné, il faut sortir des fichiers dans les normes. Donc ça c'est la norme HD ou les normes HDR. Mais voilà, il n'y a pas de malheureusement, il n'y a pas un espace colorimétrique qui fait tout. C'est compliqué. Donc je répète, dans le cas du HDR, il y a la norme, et ça c'est si on vous le demande, la norme HDR donc qui utilise le gamma HLG, donc celui-là. D'accord? Fait un fichier HDR qu'on peut potentiellement regarder sur une télé SDR. Donc, si le but étant de faire un seul fichier qu'on peut regarder un peu sur n'importe quoi, en termes de HDR, SDR, la norme a prévu ça, et la norme HDR, on va dire, je mets des gros guillemets, rétro-compatible SDR, c'est celle-là. Voilà. J'espère que je n'ai pas complexifié le... J'ai pas augmenté. Non, ça va, ça a été clair. Bonjour. J'aimerais rebondir juste sur ce qui a été dit par rapport à ce color management. Oui. En fait, je voulais savoir si ça remplace ce qu'on faisait en créant un nœud d'entrée, un nœud de sortie avec nos luttes et nos espaces colorimétriques. Tout à fait. Mais ça le fait sur tous les plans. Okay. Exactement. D'ailleurs, si tu regardes, le Color Space Transform, il a quasiment les mêmes réglages qu'ici, en fait. Ah ouais. Donc, c'est la même chose, en fait. Donc, le Color Space Transform... pas besoin de le faire en plus, quoi. C'est juste redondant. Non, ça sert à rien, ouais. Okay. Comme c'est fastidieux de le faire sur chacun des plans, c'est pour ça que c'est un Color Management. Tout à fait. Okay. Exactement. Ouais, c'est tout. Merci. Merci. Personne? N'oubliez pas de déverrouiller votre micro. Alors, à tout le monde, si, ma question plus haut, mais je ne la vois pas. Monsieur Lecomte, peut-il prendre la parole? Le clean feed vidéo? C'est ça, non? Oui, apparemment. Ouais. Alors, le clean feed vidéo, ici, qui se trouve dans Workspace. Alors, je ne l'ai pas puisque je n'ai pas de deuxième écran. Il apparaît que si j'en ai un deuxième écran. Donc, le clean feed vidéo, c'est envoyer le signal de sortie sur un moniteur relié à la carte graphique de votre ordinateur. Alors, quant à la qualité de ça en termes de comment ça s'appelle, de précision de la couleur, je vais un peu botter en touche. Il faut savoir que grosso modo, cette fonctionnalité est arrivée en 2019 avec le Mac Pro 2019 d'Apple, donc plutôt 2020 en fait. Grosso modo, c'était pour utiliser les écrans XDR d'Apple, donc les écrans HDR d'Apple en fait. Et en fait, ils ont une connectique qui est tellement
pas une connectique vidéo, parce que c'est du, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, j'en ai. Du coup, ben, c'est une espèce de pis-aller pour envoyer le signal de monitoring via la carte vidéo. Je pense que ça doit être quand même propre en théorie. Moi, j'ai pas pu le vérifier en fait. À chaque fois, j'étais sur des stations qui avaient une decklink, donc on branchait l'écran directement. Donc voilà. En tout cas, pour l'étalonnage HDR, je vais pas pouvoir répondre. J'ai pas d'expérience là-dessus. Et que c'est une fonction qui est surtout utilisée, qui est beaucoup utilisée surtout en montage, parce qu'on n'a pas besoin d'une précision de la couleur. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, ça mange des ressources, je vois. Oui, tout à fait. Oui, ben, ça mange un peu de ressources. Tout à fait. Parce qu'il faut gérer l'affichage, la carte graphique doit gérer tous ces pixels-là. Donc, ça mange un peu de ressources. Oui, cet exposé, est-ce qu'on peut le retrouver sur oui, comme je l'ai dit, il sera accessible sur notre chaîne YouTube, où un lien vous sera envoyé, soit vendredi, soit lundi, au plus tard mardi. D'accord. Et celui, parce que je n'ai pas pu non plus assister à celui du 23, oui, également. Il y a aussi un lien? Oui. D'accord, également. ok. Super. Merci. Ok. Merci à vous. Bon, ben, on va s'arrêter là. S'il y a plus de questions. Olivier, je te remercie. Ouais, pas de souci, ben, avec plaisir. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette session. Je vous souhaite une bonne continuation, une très belle journée. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, au revoir.